Bonjour, bienvenue sur l'AGFI TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Jacques Attali. Merci de nous recevoir, Jacques Attali. Jacques Attali, vous êtes le président fondateur de Planète Finance, un acteur qui compte dans la microfinance. Votre parcours est connu, polytechnicien, énarque. Vous avez eu l'oreille de Nicolas Sarkozy, vous avez aujourd'hui celle de François Hollande. Vous avez publié un nombre impressionnant de romans, d'essais, de rapports. Votre dernière publication, Devenir soi, est un appel à se prendre en main, à prendre le pouvoir sur sa vie, à ne compter ni sur les patrons, ni sur les institutions, ni sur l'État, ni sur ses proches. Jacques Attali, pourquoi redoutez-vous un monde futur plus dur qu'aujourd'hui ? Le monde futur est à la fois plus dur et plus exaltant, plus prometteur. Il y a énormément de promesses magnifiques qui arrivent, à la fois par la technologie, l'évolution démographique, les cultures qui sont ouvertes, la liberté qui s'accroît, et le fait que beaucoup plus de gens sont tournés vers des valeurs altruistes et une éthique nouvelle. Donc le monde va être absolument passionnant et très, très positif. Mais il y a des menaces très grandes. Et une des menaces, c'est que le politique, dans beaucoup de pays, a perdu le pouvoir sur les choses, n'est plus capable d'orienter le destin et n'est plus capable de répondre, n'est pas capable de répondre à la demande nouvelle des gens, qui n'est pas seulement une demande de sérénité, de sécurité, de réassurance, mais une demande d'autonomie, de vie pleine et entière, de temps entier. Les gens ne se contentent plus aujourd'hui d'être ce que j'appelle des résignés réclamants, ils veulent plus que cela. Et plus que cela, c'est être en situation de vivre une vie digne d'être vécue. C'est le modèle social également pour lequel vous vous inquiétez, le modèle social à la française ou à l'européenne ? Non, mais je m'inquiète pas. Je ne suis pas dans la nostalgie de quelque chose qui pourrait être réduit. Je suis dans le sentiment de ce que les valeurs changent. Les gens ne demandent plus seulement un modèle social qui soit un modèle de protection, mais un modèle social qui soit un modèle d'aide à l'épanouissement. Les gens, la liberté de demain, ce n'est pas seulement la protection contre les risques, c'est le fait d'assumer les risques de façon créative. Alors la France compte 1 million ou pratiquement 1 million d'auto-entrepreneurs. Est-ce que pour vous c'est une forme de devenir soi ? Oui, c'est une des formes de devenir soi, comme le monde associatif, comme le sont les entrepreneurs tout court, comme le sont les artistes, comme le sont les militants d'associations, comme le sont tous ceux qui ont envie de prendre leur vie en main et d'en faire quelque chose. Vous venez de faire allusion aux résignés réclamants, qui est une notion qui parcourt votre livre. Qui sont-ils exactement dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, ce sont tous ceux à qui on a expliqué qu'ils ne pourraient jamais avoir le pouvoir sur leur vie et qui réclament quelques miettes. C'est au fond tous ceux qui ont considéré que c'était jusqu'à présent une grande conquête sociale que d'avoir un meilleur salaire, une meilleure rémunération, mais pas de pouvoir, résigné à ne pas avoir du pouvoir, réclamant un meilleur pouvoir d'achat. Pas de pouvoir politique, du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat étant d'ailleurs une façon illusoire de dire qu'il n'y a pas de pouvoir dans l'achat. Et donc nous sommes dans des sociétés où cette valeur-là, de résigné réclamant, qui était une valeur positive pendant longtemps, puisque c'était une valeur de militantisme réclamant une part plus grande dans la lutte des classes, n'aboutissait pas et n'avait pas comme vocation d'aboutir à la création d'individus véritablement libres, pleins et entiers, ce qui, à mon avis, est la nécessité d'aujourd'hui. En lisant votre livre, on pense, à propos de ces résignés réclamants, eh bien, aux professions réglementées, aux syndicats, à une certaine forme de fonctionnement du paritarisme. Est-ce que c'est bien cela ? Non, 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 c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est tout le monde, c'est chacun d'entre nous, c'est vous, c'est moi qui nous contentons de vouloir plus dans l'intérieur du système, sans se poser la question de savoir si la vie que nous menons est la meilleure possible, celle qu'on aurait vraiment vécue, si on avait vraiment eu le choix, sans se poser la question de savoir si on va vraiment passer ce bref temps qu'on a sur Terre de la façon la plus pleine et heureuse possible. C'est beaucoup plus vaste que ces sujets dont vous parlez, ça concerne chacun d'entre nous sur la planète entière. C'est la prise de conscience de la brièveté de la vie et de la nécessité de la faire pleine. Et la faire pleine, ça passe par abandonner les certitudes, abandonner les protections que peuvent nous offrir ou que pouvez... Non, c'est pas abandonner les certitudes et les protections, c'est s'appuyer sur elles. Par exemple, c'est s'appuyer sur la formation et la formation permanente pour avancer vers la création d'entreprises. C'est s'appuyer sur la sécurité sociale telle qu'elle est pour aller plus loin dans la découverte de soi-même et de son épanouissement et de son bonheur et de sa santé. C'est pas moins
c'est pas plus, c'est en plus. Alors, vous faisiez à l'instant allusion à la formation professionnelle. La France compte environ 6 millions de chômeurs. Chaque année, 150 ou 200 000 jeunes sortent des circuits scolaires sans qualification, sans diplôme, sans formation, avec un avenir pas forcément évident devant eux. Est-ce que vous trouvez que la formation permanente en France, la formation professionnelle, est outillée pour traiter ces deux sujets? Non, la formation permanente ne l'est pas. La formation permanente est une source de gaspillage considérable. La nouvelle loi, d'ailleurs, ne fait rien pour améliorer la situation. Vous pensez à l'ANI, l'Accord national interprofessionnel, qui est devenue une loi, parce qu'on a considéré, à mon avis, à tort que l'accord des partenaires sociaux représentait l'intérêt général. Cet accord confirme, ratifie, conforte le gaspillage qui est dans la formation permanente. 35 milliards consacrés à la formation permanente. Oui, un peu moins sans doute, qui ne sont pas utilisés bien. Une partie est utilisée à tort pour le fonctionnement des structures patronales et ouvrières. Une partie est utilisée, à mon avis, excessivement pour des formations inutiles à l'intérieur des entreprises. Et très peu, trop peu, 2% est utilisé pour la formation des chômeurs, qui sont ceux qui devraient le plus être formés, justement, à devenir eux-mêmes. Et pourtant, cet accord, il a été scellé grâce au paritarisme. Est-ce que c'est le modèle du paritarisme qui est en jeu? Oui, bien sûr. Le paritarisme est très utile quand il s'agit de trouver un accord entre des gens qui ne parlent que de leur intérêt à eux. Or, là, on a fait décider des organes paritaires sur des sujets qui ne concernent pas que les parties prenantes. Les partenaires sociaux ont pris des décisions sur des sujets qui ne les concernent pas. Les chômeurs ne sont pas partenaires du paritarisme. Or, pourtant, on a décidé pour le compte des chômeurs. Et la loi n'a fait qu'entériner quelque chose qui ne portait pas que sur l'intérêt des partenaires sociaux. Et là, on entend dans votre propos que la France a deux visions, les insiders, les outsiders, ceux qui sont dedans. Mon livre, dont vous avez la gentillesse de venir me parler, ne porte pas sur la France en particulier, il porte plus généralement sur chacun d'entre nous, où qu'on soit, et la nécessité de se prendre en main. Si vous me ramenez sur le sujet de la France, je dirais qu'en effet, la France mais c'est très connu, protège ceux qui sont à l'intérieur du système contre ceux qui ne sont pas dans le système. Elle n'admet pas que les gens nouveaux rentrent au club des riches, au club des formés, au club des initiés. Ceux qui y sont ferment la porte derrière eux. Alors vous écrivez dans votre livre que la réussite vient autant à des démunis qu'à des héritiers. Mais ça aide quand même d'avoir une petite base de départ pour prendre de l'élan dans la vie. Bien sûr que ça aide, et c'est pour ça qu'il est très important que nous ayons parlé de la formation permanente. Mais il ne faut pas non plus penser que le fait de ne rien avoir peut servir de justification à ne pas tenter de vivre une vie pleine. L'expérience que je mène avec Planète Finance depuis 15 ans nous montre que des millions de gens à travers le monde qui sont en situation très difficile peuvent se prendre en main et réussir des choses. Et la proposition, comme celle qu'a faite le nouveau prix Nobel français d'un contrat de travail unique, est-ce que ça peut être... C'est une proposition qui se trouvait dans le rapport de la commission bipartisane que j'avais remise au président Sarkozy, mais ça fait partie des 1001 propositions qu'il n'a pas appliquées. Qui se trouve dans le rapport sur la libération de la croissance que vous avez remis en 2010, si j'ai bonne mémoire. 2008. En 2008, au président Sarkozy. Et c'est quelque chose qui est possible en France, vous trouvez? C'est toujours pareil. Ceux qui sont pour le contrat CDI trouvent qu'un contrat unique, c'est une régression. Ceux qui sont pour le CDD trouvent que le contrat unique risque de pousser trop loin vers le contrat indéterminé. Donc c'est un point moyen, tout dépend des moyens, tout dépend des mécanismes, des techniques. Nous avions proposé des mécanismes techniques de croissance progressive des droits qui me paraît la meilleure façon de faire, parce que tout le diable est dans les détails. Bien sûr. Merci Jacques Attali pour cette première étape de votre interview et à très vite sur l'AGFI TV.